Mercredi 20 décembre 2023, Moment MMA, soyez tous les bienvenus pour votre rendez-vous quotidien. Au programme, les impressions de Pantoja sur sa première défense de titre, la frustration de Merab Dvalishvili, des nouvelles de Manon Fiorot et on traitera bien sûr de toutes les actualités majeures du jour. C'est parti. Et honneur à celui qui nous a fait vibrer ce week-end, celui qui m'a surpris, je ne l'attendais pas à un tel niveau. Il s'agit bien sûr de Pantoja, qui est revenu sur sa prestation du week-end. Alors tout d'abord, il a confirmé, lui le trash talk, c'est pas du tout son truc. Il a d'ailleurs dit que pendant la conférence de presse, il comprenait pas forcément tout ce qui se disait. Il n'avait pas compris les propos de Colby Covington sur Leon Edwards. Et c'est seulement une fois arrivé en coulisses qu'on lui a expliqué ce qui s'était passé. Et bien sûr, il a dit, moi je ne cautionne pas du tout. Il dit, moi je suis vraiment à l'extrême opposé de tout ça. Il dit d'ailleurs, tu sais, moi suite à mon combat contre Royval, je me suis senti un peu gêné parce que je sais tous les efforts qu'a fait Royval depuis notre dernier combat pour se hisser au sommet, pour avoir sa chance au titre. Et puis finalement, il perd contre moi, donc c'est très dur pour lui. Mais voilà, c'est mon métier, c'est du business. Moi, je veux être champion, je veux régner, donc je devais le battre. Mais je t'avoue qu'au fond de moi, je suis un petit peu gêné pour lui. Et on lui a dit, ouais, toi, tu t'es beaucoup confié sur ta vie, t'as beaucoup raconté ton parcours personnel. Est-ce que t'as pas peur qu'un jour, il y ait un de tes adversaires qui utilise ça pour t'invectiver un peu avant le combat ? Et là, il répond pas vraiment, mais il dit, oh, tu sais, vu la catégorie dans laquelle on est, je pense pas. J'ai rencontré énormément de combattants dans la cage et en dehors de la cage, ça s'est toujours bien passé. Notamment Manel Capé, je l'ai rencontré au Performance Institute, il a été super sympa avec moi. Et là, je trouve que c'est assez intelligent comme question, parce que c'est vrai que tu as des combattants qui se confient beaucoup sur ce qu'ils ont vécu dans leur enfance, dans leur vie, etc. Et puis parfois, quand on te renvoie ça en pleine face, comme Leon Edwards, ça peut te piquer, ça peut te faire sortir de ton game plan. Donc la question était plutôt intelligente. Il expliquait avoir été malade avant le combat. Il dit ouais, quelques semaines avant le combat, j'ai été super malade et du coup j'ai perdu une semaine d'entraînement et je pense que je l'ai ressenti dans le 5e round. J'étais vraiment fatigué et je pense que c'est la maladie qui a laissé des traces. Il explique qu'entre les rounds, son coach voulait un peu le soulager. Vous savez, peut-être le supporter un peu, lui lever les bras, lui masser les épaules, tout ça. Il dit mais je lui dis non, fais pas ça parce que je veux pas que Royval voit que je suis fatigué. Bon alors après forcément lui il était dans le combat, il se rendait pas compte, nous de l'extérieur, on avait vraiment l'impression qu'il était rincé, mais il travaillait toujours, il était pas mort, puis il a fini par s'imposer, donc c'est qu'il y avait encore du jus, et il a expliqué aussi qu'il avait peur de ne pas avoir été très agréable à regarder, il dit ouais pendant le combat, des fois je me disais je suis peut-être un peu chiant, pour le public c'est peut-être pas top, puis finalement quand il a revu le combat il dit ah non en fait je pense que j'ai vraiment fait le boulot, bah alors là honnêtement c'était vraiment une impression que lui seul avait, parce que ça a été un combat de fou. Il a mis de l'intensité dès le début. Alors forcément, il a baissé un peu vers la fin. Forcément, son cardio a été un peu touché. Mais non, c'était vraiment un combat de fou. Je sais que vous avez adoré ce combat. C'est le genre de combat qui fait briller toute la catégorie. Il a aussi confirmé qu'au sol, s'il mettait pas beaucoup de frappes, c'est parce que Royval est très dur à contrôler. Il peut te scramble à n'importe quel moment, il peut s'échapper, il peut tenter une soumission. Il dit du coup, je passais mon temps surtout à le contrôler plutôt qu'à travailler, à essayer de frapper, parce que je sentais qu'il était toujours très proche de s'enfuir. Donc écoutez, Pantoja, un champion en or, j'ai envie de dire, vraiment un bon modèle pour les gens qui regardent le sport, les plus jeunes qui s'intéressent au sport. Il a dit voilà, lui c'est un Brésilien, il dit au Brésil on a besoin d'idoles, on a besoin de gens qui nous font rêver, donc j'espère être cette personne. Écoutez, pour l'instant il est sur la bonne voie, je pense que c'est vraiment le genre de champion dont l'UFC a besoin, même si c'est pas forcément le mec qui va vendre le plus de pay-per-view. Puisqu'on est dans la catégorie, on y reste avec Brandon Moreno. Brandon Moreno qui expliquait qu'il voulait combattre en décembre, mais qu'il n'y avait rien pour lui. Du coup, il a été le troisième, il était le backup fighter, comme on dit. Si Pantoja ou Royval s'était blessé, c'est lui qui aurait eu le combat. Mais voilà, il a dit que c'était assez compliqué de s'entraîner quand il n'avait pas de combat de prévu. Il a dit que lui, il était toujours à l'entraînement, toujours très sérieux, mais quand il n'y a pas de combat en vue, parfois c'est un peu dur de garder ce sérieux. Il a expliqué que trop de temps libre, c'est pas bon. Il faut avoir un but, il faut rester dédié à son sport. Il sait que son prochain combat sera à Mexico, une ville qui est en altitude, donc il en prend conscience, ça va rentrer en compte dans son entraînement. Il dit ouais, je vais venir très en avance pour m'acclimater à ça, parce que je voudrais pas que ça me joue des tours le jour du combat. Il expliquait qu'il s'était déjà entraîné avec son prochain adversaire. Il dit ouais, il y a 1 an et demi ou 2 ans, il est arrivé à Las Vegas, il avait pas de team, il avait personne. Du coup, il m'a demandé si on pouvait s'entraîner ensemble. Je lui ai dit oui, ça s'est très bien passé. C'est un gars que je respecte beaucoup. Il explique aussi avoir été bluffé par Pantoja lors de leur dernier combat. Il dit ouais, il est très durable. Je l'ai connecté avec tout ce que j'avais, je l'ai touché énormément et il n'est pas tombé, ça m'avait bluffé. Et puis concernant Royval, il explique que ouais, Royval, son problème c'est que parfois il est un peu trop foufou. Il manque un peu de fight IQ. Donc là, à l'interview, il l'avait donné juste avant le combat.
Donc écoutez, il avait vu plutôt juste parce que Pantoja était très durable. Royval a fait un combat de dingue. Maintenant, on l'avait dit, hein, des fois il a concédé des takedowns, il aurait peut-être pas dû, il a envoyé des high kicks quand il aurait peut-être pas dû. Mais voilà, c'est aussi la folie qui fait son style et qui l'a emmené peut-être aussi haut. Et puis on lui disait, Moreno, on t'a vu dans un show de catch au Mexique, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Parce que Rey Mysterio, star de la WWE, a dit qu'il aimerait bien te voir dans le ring avec lui. Et il dit, ah bah ouais, pourquoi pas, moi c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, surtout que maintenant, la WWE et l'UFC font partie de la même compagnie mère, donc ça pourrait se faire. Et ça, je comprends entièrement, Moreno, il y a un moment où sa carrière va s'arrêter, il prévoit peut-être la suite. La WWE, on sait que ça paye, donc je peux entièrement comprendre. Écoutez, Moreno, s'il gagne son prochain combat, je pense qu'il sera sûrement le prochain à la ceinture. Donc je lui souhaite le meilleur. Moi, c'est un combattant que j'aime beaucoup. C'est un combattant très actif. Donc espérons le revoir un jour au sommet. Et on passe maintenant dans la catégorie du dessus avec Merab Dvalishvili. Alors voilà, dernièrement, il s'entraînait avec Giga Chikadze qui préparait son combat contre Josh Emmett et qui avait dit que Merab Dvalishvili était meilleur que Josh Emmett avec un style similaire, donc ils s'entraînaient ensemble. Merab maintenant il vit à Vegas, il expliquait que c'était beaucoup plus simple, il y avait beaucoup de training partners, il y avait l'UFC Performance Institute, mais qui représentait toujours New York. Il dit ouais voilà, c'est comme Sterling c'est comme moi, il vit à Las Vegas, mais on représente toujours notre team. C'est Woodley qui faisait l'interview et Woodley lui dit ouais, moi si j'étais toi je me tiendrais prêt pour remplacer en cas de blessure de O'Malley ou Vera, tu pourrais très bien être appelé. Donc lui il a dit ouais c'est vrai, pourquoi pas, maintenant je suis extrêmement déçu de ne pas avoir eu ma chance au titre, j'étais prêt, je suis sur 9 victoires de suite, Vera il est classé numéro 6, moi je suis classé numéro 2. Je t'avoue que ça me fait un peu mal de pas encore avoir eu ma chance. Et il dit le pire c'est que là, même si j'ai pas Henri Cerudo, on m'a pas promis le titre en cas de victoire. Donc je sais même pas si ça m'ouvrira les portes de la ceinture. Mais moi je veux être actif, j'ai beaucoup de respect pour Cerudo et je prévois une grosse domination. Et il explique que voilà, lui son but c'est de combattre les meilleurs, c'est d'être actif. Il a même demandé un combat en 5 rounds contre Cerudo, il n'a pas encore eu le retour. Il dit moi je suis très bon dans les rounds 4 et 5. Cerudo c'est le contraire, il serait meilleur si on avait un petit combat entre guillemets, un combat en 3 rounds. Donc voilà, c'est en négociation, j'espère que je vais avoir gain de cause et que le combat aura lieu en 5 rounds. Pour nous les fans ce serait super. Cerudo, ancien champion, Merab, bah, il aspire à la ceinture, donc ça ferait du sens d'avoir un combat en 5 rounds entre les deux. On lui dit ouais, qu'est-ce que tu penses de la déclaration de Sean O'Malley qui a dit que toi contre Cerudo, ça allait être un bon petit combat entre deux bons petits combattants et qu'en gros ça allait être mignon à regarder. Bon voilà, O'Malley il arrête pas de faire des blagues sur la taille de ses adversaires. Bon écoutez, c'était une déclaration plutôt drôle. Et il a rigolé, Merab Dvalishvili, il a dit ouais tu sais O'Malley c'est pas un géant, il est grand mais il est maigre, donc c'est pas non plus un mec qui est super impressionnant, mais il a quand même ajouté quand on va s'affronter lui et moi je vais le briser en deux. Donc écoutez, c'était la réponse plutôt drôle de Merab, même si je pense qu'au fond de lui il le pense. Et ensuite, on lui a parlé de Figueiredo, on dit ouais t'as vu Figueiredo il est monté, qu'est-ce que t'en penses? Il dit bah ouais j'avais entendu dire qu'il était super lourd, il tournait autour de 71 kg à l'année, puis il descendait en 56 kg, ça fait énormément de poids à perdre. Et puis Woodley il dit ouais tu sais moi je combattais en 77 kg, j'étais à 93 kg toute l'année, mais je peux te dire que moi vu que j'avais un peu plus à perdre c'était quand même plus facile. Pour Figueiredo ça devait vraiment être horrible. Et puis Woodley d'ailleurs qui a commencé un business à Dubaï. Alors Woodley quand il combattait souvent on disait ouais il a pas l'air d'être très intelligent dans ses déclarations d'après-combat, dans sa façon de communiquer. On avait un peu du mal à le suivre, mais bon écoutez, apparemment pour lui la retraite se passe bien. Bon il a gagné beaucoup d'argent à l'UFC, je crois que dans les années 2015, 2016, 2017, il était dans les 3-4 combattants les mieux payés, il prenait du 10 millions à l'année, c'était quand même pas mal. Puis contre Jake Paul je pense qu'il a pris son billet aussi. Et pour conclure l'interview, il lui dit ouais, tu dirais que c'est quoi toi le point fort des Géorgiens? Et il dit nous notre point fort c'est qu'on n'abandonne jamais, on ne quitte pas le combat et c'est ce qui fait notre renommée. Écoutez, Merab, il a tout ce qu'il faut pour devenir champion, au moins tout ce qu'il faut pour aller jusqu'à sa chance pour le titre. Après arrivera ce qui arrivera. Écoutez, moi j'espère qu'il battra Cerudo, j'ai rien contre Cerudo, mais j'ai envie de voir du 109 aller à la ceinture. Donc espérons que Merab s'impose. Je vous propose de prendre une petite respiration et de passer à la minute boxe. Écoutez, très beau combat qui se profile en boxe, c'est Ryan Garcia et David Haney. Il semblerait que les négociations soient en cours. C'est Garcia qui l'annonce, il dit voilà, ma team a contacté la team de Haney. Maintenant la décision est entre ses mains et Haney a répondu c'est vrai, c'est à nous de prendre la décision, il y a une proposition. Donc vous connaissez, hein, je dis toujours la même chose, on a reproché beaucoup à la boxe anglaise que les gros noms ne s'affrontent pas ou ils s'affrontent une fois qu'ils sont rincés. Mais écoutez, là si on a deux gros noms qui peuvent s'affronter, tant mieux pour la boxe et tant mieux pour les spectateurs. La deuxième info, c'est Jake Paul qui rejoint l'équipe olympique de boxe anglaise américaine. Alors il va pas combattre au JO, mais il va s'entraîner avec eux tout l'hiver, il va venir à Paris, et puis il sera avec eux, il va les encadrer, j'allais dire, non, il va les accompagner. Il expliquait que lui, il veut vraiment être dédié à la boxe, pas seulement dans le ring, mais en dehors du ring, il veut faire briller le sport, et être avec l'équipe olympique, c'est une très bonne chose, parce qu'il estime qu'aux États-Unis, ils ont les meilleurs combattants,
et il veut les faire briller. Donc écoutez, Jake Paul, hein, on a beaucoup critiqué son arrivée en boxe, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et puis écoutez, espérons que ça porte chance aux combattants américains. Alors pas autant qu'aux Français, on aimerait voir les Français s'imposer, mais bon, vous voyez bien ce que je veux dire. On retourne tout de suite au MMA avec Deiveson Figueiredo, on parlait de lui juste avant. Alors lui, il estime qu'il est à 2-3 combats du titre, ce qui n'est pas forcément faux, ouais, 2-3 combats, je pense que c'est vrai. Mais il dit que si je fais un très bon combat, un très bon KO, ça peut tout de suite me mettre dans la conversation. Et ça, c'est pas faux, il a été champion dans la catégorie du dessous. S'il nous claque un KO de malade, une performance de dingue contre un nom, tout de suite, on va parler de lui tout là-haut. Il a expliqué qu'il était beaucoup mieux en poids bata, mais il dit ouais, c'est mieux, la semaine du combat, je peux m'entraîner beaucoup mieux, je peux manger, je coupais beaucoup trop de poids avant, ça a impacté ma santé, ça a impacté mon entraînement. Là, je me sens énormément en forme. Et puis il a essayé d'expliquer qu'il y avait eu un combat entre lui et Manel Kape qui avait été en discussion il y a quelques temps, mais qui s'était blessé et que du coup, il n'avait pas pu combattre. Donc écoutez, Figueiredo, champion un jour en poids bata, moi j'ai un peu de mal à le voir, je pense que ça va être un peu limite, mais pourquoi pas, il frappe comme une mule, c'est un combattant d'un très bon niveau dans tous les domaines, donc pourquoi pas, c'est un nom de plus dans une catégorie qui n'en manque déjà pas. Aljamain Sterling, ancien pensionnaire de la catégorie, ancien champion même, c'est officiel, hein, il monte, on le sait, il voulait combattre Holloway, mais il dit ouais, j'ai entendu dire que Holloway, il attendait de voir ce qui allait se passer entre Volkanovski et Topuria, donc ça va durer un petit peu, donc finalement je vais sûrement affronter Qatar, peut-être à Miami, ou peut-être à l'UFC 300, bon moi je vois plus maintenant peut-être l'UFC 300, puisque la carte de l'UFC Miami, elle est déjà énorme. Ça serait un beau combat. D'un point de vue du match-up, écoutez, Sterling aurait tout intérêt à amener le combat au sol. Un Qatar, on le sait, il a une boxe de dingue. Ça pourrait être dangereux pour lui. Les deux se sont déjà un peu entraînés ensemble, mais c'était il y a quelques années. Je crois que Sterling n'était même pas encore pro. Enfin bref, c'était vraiment il y a très longtemps. Ils avaient fait un peu de grappling, mais rien de plus. Donc Sterling dit que ce serait un combat très important, très intéressant. D'autant plus que je crois que Qatar s'entraîne à Boston. Lui s'est entraîné pendant longtemps à New York. Il y a une petite rivalité. Donc il va dans ce sens-là. On a Kamaru Usman qui nous a teasé un rematch contre Khamzat Chimaev sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça aura lieu ou pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a envie de voir ça? Bah écoutez, si on devait le voir avec un Kamaru Usman en meilleure forme, pourquoi pas? Je pense pas que ce soit les plans de l'UFC. Je pense que Khamzat Chimaev, on lui a promis le title shot, alors il va pas vouloir retourner combattre Usman. Après Usman, il a raison de tenter sa chance, hein, on sait jamais. Sinon, petite minute assez drôle avec Sean Strickland. Vous savez, il y a eu la bagarre pendant l'UFC 296 avec Dricus du Plessis. La femme de Gilbert Burns a témoigné. Et en fait, elle était assise entre Strickland et du Plessis. Et il a dit ouais, Strickland, il lui a dit est-ce que vous pouvez vous décaler, s'il vous plaît, toi et les enfants? Et du coup, il y a Jamal Hill qui lui a dit ouais, attends, décale-toi, ils vont se battre. Et puis après, les deux se sont sautés dessus. Et le soir, Strickland, il a envoyé un message à Gilbert Burns pour savoir si sa femme et ses enfants n'avaient pas été touchés, n'avaient pas eu peur, etc. J'ai trouvé que c'était assez drôle, le Sean Strickland, très classe, même dans la bagarre. Et puis hier, vous m'aviez demandé des nouvelles de Manon Fiorot, je sais plus qui, un de vous avec qui on parle souvent dans les commentaires d'ailleurs, qui me dit ouais, t'as des nouvelles de Manon Fiorot? Je t'avais dit non, bah écoute, elle a fait un tweet, elle a dit à Willy Zhang, ouais Willy Zhang, je pense que tu peux attendre, la file d'attente est déjà complète, moi j'ai déjà battu la fille qui t'a mis un KO sur un high kick, donc a fait référence à Namajunas, Rose Namajunas. Et puis elle dit, et Alexa, s'il te plaît, n'oublie pas que j'étais blessé quand t'as pris la ceinture, donc je suis prêt à te combattre, même s'il faut aller au Mexique, je viendrai te combattre. Donc écoutez, Manon, je disais hier, de toute façon, elle est dans la conversation, elle a battu qui il fallait battre, en battant une ancienne championne, Namajunas. Elle peut avoir le prochain title shot, j'espère qu'elle l'aura. Malheureusement, son nom n'est pas aussi ronflant que celui de Weili Zhang. Hier, on parlait peut-être d'un super fight entre Weili Zhang et Grasso. Donc j'espère qu'elle va pas perdre son tour, sinon elle peut refaire un combat, peut-être pas attendre, ça fait un moment qu'elle a pas combattu, elle a combattu au mois de septembre à Paris, depuis on ne l'a pas revu. Donc si le combat se fait entre Zhang et Grasso, je pense qu'il serait intelligent pour elle de faire un autre combat, même si elle prendrait le risque de perdre forcément, mais bon, je pense qu'à un moment, faut y aller quand même. Écoutez, on a fait le tour de l'actu pour aujourd'hui, je vous propose de passer à la Minute Auditeur. Minute auditeur que je commence avec Kide Noka qui me dit bon bah c'est Ned Diaz qui a fait le plus vaciller Leon Edwards le plus récemment. J'ai envie de dire 3 petits points. Ouais c'est vrai. T'imagines si Ned Diaz avait mis KO Leon Edwards, on n'aurait jamais vu le high kick de Leon Edwards sur Ousmane. Ousmane serait peut-être encore champion. Comme quoi les carrières ne tiennent vraiment pas à grand chose. Il y a Kuroni en parlant du KO de Emmett sur Mitchell qui me dit on ne revient pas de ce genre de KO, mais bon, on peut toujours espérer qu'il nous donne tort. Bah ouais, c'est vrai que là, mentalement, pour revenir de ça, quand il va se retrouver face à un mec face à lui, dans la cage, ça va être très très compliqué. Il y a Sassos qui nous dit hier tu parlais de Bilal, je sens que l'UFC lui réserve le même sort qu'à Dariush, le faire combattre jusqu'à ce qu'il perde ou qu'il sorte de son prime.
Même s'ils n'ont pas des styles vendeurs, c'est trop injuste comme l'UFC leur manque de respect et gâche tout leur travail accompli. J'ai peur que c'est ce qui arrive à Bilal Mohamed. En effet, qu'on le fasse trop attendre, trop attendre. Là, il va déjà avoir un long ring rust, hein, comme on dit, une longue période en dehors de la cage. Attention à ce que ça ne lui porte pas préjudice. Il a fait tout ce qu'il fallait pour avoir son title shot, donc ce serait très dur pour lui. Vincente Mata qui me dit que les fans polonais sont très très durs à l'encontre de Bartoszynski, hein, l'adversaire de Saladin Parnasse. Il me dit les commentaires sont vraiment très durs. Ben ouais, je pense qu'ils s'attendaient tous à une grosse victoire, à une grosse domination, et finalement, bon bah il a gagné, mais il a pas non plus brillé, il a trouvé à qui parler, et je pense qu'il y a une frustration de la part des Polonais. On a Adrien qui me dit perso Bilal Mohamed contre MVP, je donnerais cher pour voir ça, et je suis pas seul, je pense, et dans l'hypothétique, mais franchement, imaginez ce combat 5 minutes, MVP gagne contre Hollande, puis peut-être contre un deuxième combattant du top 10, pourquoi pas un combat contre Mohamed, même s'il est vrai que Mohamed mérite son title shot. Ou alors peut-être un Muhammad contre Rakhmonov et le vainqueur à la ceinture, mais ce serait dur pour Muhammad, bien sûr. Et il me dit, cette division des welter redevient l'une des plus attractives. Ben ouais, c'est vrai que ça fera un bon combat. Muhammad, style lutteur contre Venom Page, style striker. Pourquoi pas. Après, Rakhmonov-Muhammad, pareil, ça ferait du sens en réalité, ça ferait une belle demi-finale, mais qu'est-ce qu'on fait de Leon Edwards dans ce cas-là? Puis bah, même Michael Venom Page, c'est un nom de plus dans une catégorie en effet qui renaît petit à petit. Il y a de plus en plus de noms qui montent, qui arrivent. Catégorie qui redevient très très intéressante. Si elle avait perdu son intérêt à un moment, je suis pas convaincu. Un point intéressant, ça c'est le message de Johan d'Autriche concernant l'interview de O'Malley. Tu nous dis que, en gros, il a dit avoir perdu contre Vera. Il dit ouais, c'est la première fois qu'il avoue sa défaite. Est-ce que ça veut dire que mentalement il a passé un cap? Alors il l'avoue à demi-mot, hein. Encore une fois, il dit ouais, j'ai été touché, ça m'arrive parfois à l'entraînement. Il dit pas j'ai perdu, je vais revenir plus fort. Voilà, il l'avoue à demi-mot, mais je pense que ça fait partie de son personnage. Il sait qu'il a perdu, mais il cultive cette image de mec invaincu, de mec un peu détestable. Je pense que ça fait partie du personnage. Puis il me dit ouais, le title shot intérimaire obtenu par Chandler, en plus de sa notoriété, les étoiles s'étaient alignées parce qu'il y avait Poirier contre Connor en mode trilogie et Geji Islam qui était out. Ouais, c'est vrai que tout s'était aligné pour Chandler. Est-ce que ça s'alignera pour MVP? Je sais pas, mais il était arrivé au bon moment, il avait fait la performance qu'il fallait, donc tant mieux pour lui. On a Alex qui me dit Marvin Vettori a dit qu'il voulait combattre Sharafudin Magomedov, donc c'est probablement un combat entre les deux qui est prévu pour le main event de l'UFC Arabie Saoudite. Ouais, bah peut-être, on l'avait dit, hein, Marvin Vettori avait demandé à combattre Magomedov. Maintenant, alors déjà, ce sera un beau cadeau à Magomedov parce que là, il grillerait la priorité à tout le monde. Il se retrouverait tout de suite à combattre un mec du top 5. Hein, je pense qu'il est dans le top 5, Vettori, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas tout proche du top 5. Ce serait seulement son deuxième combat à l'UFC. Et si en plus c'était un main event, ce serait vraiment un truc de dingue. Et puis enfin, il y a Patrick, alors qui me fait un long message hein, sur la condition des combattants à l'UFC, voilà, ils sont pas assez payés, etc. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et tu dis quelque chose que j'ai souligné, c'est Bilal va être certainement mis sur le côté et peut-être aller au PFL parce qu'il a 35 ans. Bah écoute, moi je pense qu'il veut vraiment sa chance au titre à l'UFC, mais si ça vient pas, j'y avais jamais pensé, peut-être aller au PFL, c'est un gros nom, il arriverait au PFL en étant le mec qui méritait sa chance, qui l'a jamais eu, ça fera un gros nom de plus. Est-ce qu'il rentrerait dans le tournoi? Je sais pas si c'est un format qui lui conviendrait, j'en sais rien du tout. Mais ouais, si on peut lui proposer un gros billet pour finir sa carrière, de toute façon, à un moment, je pense qu'il va falloir qu'il combatte Bilal Mohamed. Alors, je sais qu'en dehors, des fois, il est analyste, hein, il est au micro de ESPN ou je ne sais plus quelle chaîne, il gagne peut-être un peu d'argent avec autre chose, mais à un moment, il va falloir rentrer de l'argent. Donc, écoute, il est pas encore cramé pour l'instant, mais à 35 ans, ça va venir vite. Écoutez, merci d'avoir suivi l'émission, on arrive au bout. N'hésitez pas à vous abonner, la communauté continue de grossir, c'est super bien, c'est super motivant, on fait de plus en plus de vues sur les vidéos. N'hésitez pas à commenter, moi je réponds à tous les commentaires à l'écrit, j'en sélectionne quelques-uns pour en parler à l'oral. N'hésitez pas à en parler autour de vous, etc. Je vous remercie d'avoir suivi l'émission, on se retrouve demain à 17h, bonne soirée à vous, salut!